Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCAS, le podcast média de Values. Aujourd'hui, pour ce podcast de rentrée, il nous est apparu intéressant de parler consommation. Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. La consommation dit beaucoup de nous, de ce à quoi nous croyons et parle aussi d'avenir. Ce que nous consommons témoigne de nos habitudes. Et en ces temps de pandémie mondiale où tout est bouleversé, il est intéressant de se demander si nous avons changé nos habitudes de consommation. Est-ce que les nouveaux modes de travail ou les restrictions budgétaires individuelles induites par la baisse d'activité ont changé notre quotidien ? Les marques réussissent-elles à nous séduire encore ? Comment s'y prennent-elles ? Et quelles sont les grandes tendances ? Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille aujourd'hui Émilie Mayer, directrice Business Insight chez IRI. Bonjour Émilie. Bonjour. Comme tout le monde ne connaît pas IRI, peux-tu nous dire ce que c'est et quel est ton rôle exactement ? Alors, IRI, c'est une entreprise de big data. C'est une société américaine qui est basée à Chicago, mais qui a des bureaux dans plusieurs pays dans le monde, et notamment en Europe et en France. Et donc, société de big data, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on intègre un grand volume de données, et en France plus particulièrement, les données de 12 000 points de vente de la grande distribution française, mais également les transactions bancaires de 350 000 foyers français. Donc notre job, si vous voulez, c'est de combiner toutes ces données, de leur faire prendre du sens et de les rendre actionnables auprès de nos clients, les acteurs de la grande distribution. Alors ça va de recommandations sur l'optimisation des assortiments en magasin, des stratégies prix, stratégies promo, stratégies d'innovation. Et mon rôle à moi, plus particulièrement en tant que directrice Insight, c'est de prendre toute cette matière, toutes ces données, de l'interpréter pour pouvoir en dégager des grandes tendances de consommation qui vont aussi orienter les acteurs, que ce soit vers les produits qui plaisent aux consommateurs ou les circuits de distribution par exemple. Formidable. Et donc, on va commencer tout de suite par parler de la fréquentation des enseignes. En quoi la crise sanitaire a vraiment changé les habitudes des Français ? Est-ce que ça a changé l'endroit où ils faisaient leurs courses, mais aussi leur comportement vis-à-vis de la livraison, du drive ? Est-ce que les enseignes de centre-ville s'en sortent mieux que les grands malls, par exemple ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les enseignes ? Alors, on va dire que forcément, cette vie sur l'année passée qui s'est faite beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça a fondamentalement modifié ce qu'on a consommé, mais aussi les endroits où on est allé acheter ce qu'on a consommé. Alors, avant de parler des circuits fréquentés par les Français, c'est intéressant de regarder là où ils ont moins dépensé, plus dépensé. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a quand même des postes de dépenses qui sont qui se portent pas trop mal. C'est tout ce qui va être relatif à l'espace de vie. Forcément, on a vécu plus dans nos intérieurs, donc ça a été beaucoup le jardin, mais aussi les aménagements de l'intérieur avec le bricolage, la déco, tout ce qui est électroménager, bureautique. On a vu par exemple les téléviseurs très bien se porter cette année, alors qu'on n'avait pas d'événements sportifs. En général, c'est les années d'événements sportifs que les télés s'envolent, mais là voilà, les télés se portent bien. On a aussi plus dépensé dans l'alimentation pour compenser ce qui n'était pas pris à l'extérieur avec la fermeture de la restauration. Et là, on va voir, oui, au sein des fréquentations alimentaires, il y a des changements en termes de circuits de distribution. Ce qui s'est très bien porté sur l'alimentaire, ça va être tout ce qui est circuit de proximité. Donc les commerces, on va dire les commerces traditionnels, notamment les bouchers qui font une super année, les primeurs, donc tout ce qui est fruits et légumes. On a aussi beaucoup fréquenté les enseignes spécialisées, les enseignes de bio, de surgelés, de produits frais. On était aussi allé plus en grande distribution. Et quand on regarde la grande distribution, vraiment le grand gagnant, c'est le online, parce que finalement, ce qu'on appelle le drive, qui est je fais les courses chez moi derrière un écran et je vais chercher, alors très largement en France en voiture, mais dans quelques grands centres-villes, notamment à Paris, je peux aussi y aller à pied. Ce mode de livraison, il a toutes les vertus en fait dans le cadre de la crise sanitaire, parce que je suis chez moi derrière mon écran, donc je ne suis pas en train de me balader dans un magasin, je ne touche pas de produits, donc je suis protégée du virus. Et puis je vais chercher mes courses avec ma voiture, je ne descends même pas de la voiture, on m'ouvre le coffre, on me met les courses, je m'en vais. Donc ce circuit-là, il a explosé pendant le premier confinement et finalement il est resté extrêmement dynamique toute l'année. Donc on a digitalisé ces courses alimentaires. Alors c'était déjà un circuit très dynamique avant, donc c'est pas une rupture de tendance absolue, mais c'est une accélération, ça c'est certain, de tout ce qui va être drive, voiture, piéton, mais aussi livraison à domicile. Alors en France, la livraison à domicile c'est encore très petit.
aussi, parce qu'il y a ce fait de payer finalement la livraison qui est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté par les Français. Mais en tout cas, voilà, on s'est digitalisé, ça c'est clair. Et d'ailleurs, une incise là-dessus, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que y ait des réductions des surfaces de vente en réalité, puisque si c'est une tendance qui effectivement était déjà présente, qui s'est renforcée comme tu viens de nous le dire, est-ce qu'on peut se dire que en fait c'est fini les magasins géants, soit de banlieue, soit de province, enfin les grandes enseignes de grande distribution? Alors il faut garder une certaine mesure par rapport au online, parce que ça représente, l'année dernière, c'était 5,5% du chiffre d'affaires de la grande consommation qui était fait online. Cette année, on va frôler les 8%. Donc ça veut dire que quand même, les 92% restants, ça reste dans des magasins en dur, ce qu'on appelle des magasins physiques. En revanche, c'est certain que les distributeurs vont travailler ce qu'on appelle l'omnicanalité, avec la prise d'importance de ce canal-là, et vont probablement chercher une complémentarité plus forte entre des familles de produits qui vont devenir très très fortes online, qui seront du coup moins présentes en magasin, et puis des catégories qui restent très achetées en magasin parce qu'on a besoin de toucher, de sentir, etc. Donc je dirais plutôt que c'est la complémentarité online magasin physique qui va être accentuée que une réduction drastique des espaces de vente, même si on voit que les très grands hypermarchés qui ont été délaissés pendant la crise, je vous parle du online qui va très bien, mais du côté des magasins physiques, ça a plutôt été la prime aux petites surfaces, les supermarchés, les petits magasins de proximité. Les grands hyper font pas du tout une bonne année. On est sur une très légère croissance, alors quand même que la grande distribution fait une belle année. On a plus 7 et les hyper, ils sont même pas à 1% de croissance. On sent que les hypermarchés, notamment les grands, cherchent à se réinventer et à effectivement, notamment sur la partie non alimentaire, à travailler cette partie du magasin un petit peu différemment, parce qu'on a une fuite là pour le coup vers le online, tout ce qui est non alimentaire qui est énorme et qui date pas de la crise sanitaire. Donc on accueille des corners boulangers, des corners Décathlon, etc. On cherche à optimiser la surface de vente des très grands magasins, oui. Pour parler maintenant vraiment de la consommation, on sait que finalement on pourrait presque observer le stress ou l'inquiétude des Français à travers leur consommation. On se souvient au début de la pandémie, premier confinement, des réserves qui avaient été faites par les Français, qu'on avait faites, on pourrait dire d'ailleurs. On se souvient des rayons dévalisés, que ce soit du papier toilette jusqu'aux pâtes. Est-ce que on peut dire que les Français ont consommé différemment en 2020? Ah oui, alors ça vraiment on peut le dire, c'est-à-dire que les Français, forcément nos modes de vie ont été tellement chamboulés. Forcément, ça impacte notre consommation. Notre consommation en général, j'en parlais tout à l'heure, mais notre consommation de produits du quotidien, effectivement, fortement. Alors, il y a eu ces 3 semaines d'achat panique qui ont précédé le confinement, où là, ça a été... Les Français, on a eu peur. Des prix de cours, c'était la panique, on avait peur qu'il n'y ait plus de produits dans les rayons. Donc là, ça a donné lieu à des achats, ce qu'on appelle des achats de stockage absolument colossaux. Après, ça s'est calmé, mais on va dire que la grande distribution a conservé un volume de consommation plus important qu'à l'ordinaire, encore une fois parce que la vie à l'extérieur s'est arrêtée, notamment sur le premier confinement. Les gens qui mangeaient le midi dehors, ils mangent chez eux, n'allaient plus au restaurant. Les enfants, en plus, sur le premier confinement, étaient à la maison. Donc en termes de volume de consommation, on a distribué en fait nos dépenses différemment. Ça s'est beaucoup plus tourné vers les magasins que vers tout ce qui est restauration collective ou commerciale. Après, en termes de type de produit, si on oublie l'épisode des papiers toilettes, parce que ça a été très ponctuel, je vous assure qu'après ça s'est calmé. Il y a eu une petite rechute, l'annonce du deuxième confinement, on a revu nos papiers toilettes partir à la hausse, mais voilà, ça s'est quand même globalement calmé. Il y a quand même des marqueurs de la consommation qui ont bougé, qui n'étaient pas lisibles avant. Je pense notamment aux produits d'hygiène. Hygiène de la maison, hygiène de la personne. Les Français, on le sait, on n'est pas connus pour être les champions de l'hygiène et notamment de l'hygiène des mains. Moi, j'ai vu quelques statistiques sur le lavage de mains. Ils sont assez affolants sur les Français. Là, on a pris des réflexes de se laver les mains, de se désinfecter les mains, de nettoyer notre intérieur. Donc, tous les produits d'hygiène de la maison, de la personne font une année exceptionnelle. On va retrouver des plus 45% sur le savon, plus 20% sur la javel, qui était une catégorie assez, on va dire, assez délaissée précédemment. Donc voilà, ça c'est une vraie tendance. Une autre catégorie qui a été complètement redorée sont les surgelés. Produits surgelés, ils étaient en très légère croissance dans les magasins spécialisés du surgelé et en chute en grande surface. Année exceptionnelle pour les surgelés. Le marché a gagné 1 milliard.
500 millions en grande distribution, 500 millions côté grande surface spécialisée type Picard, Thierry, etc. Et en fait, ça dépasse les simples confinements. C'est-à-dire que les Français ont redécouvert les surgelés. Et les ventes continuent de très bien se porter, même si on n'est plus confiné. Également le fait maison. Pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé du fait qu'on faisait soi-même parce qu'on avait du temps. Le fait maison continue à très bien se porter, tout ce qui va être farine, sucre, levure, etc. Parce que le fait maison, certes, on cuisine maison parce qu'on a du temps, mais le fait maison a aussi la vertu de contrôler ce qu'on met dans ce que l'on mange. Et quand on sait à quel point on devient attentif et de plus en plus à notre santé, le fait maison, c'est un vrai atout à ce titre-là. Et puis le fait maison, c'est plus économique de faire soi-même que d'acheter tout fait. Donc je pense que le fait maison va avoir un bel avenir. Ça se lit dans l'alimentaire, mais ça se lit aussi dans des catégories comme la coloration, les produits dépilatoires. Commerce étant fermé, les femmes ont fait ces gestes elles-mêmes, il va forcément rester quelque chose. On peut aussi voir des catégories liées à j'essaye de me faire le restaurant à la maison. Par exemple, les pains burgers, les petits fromages fondus qu'on met dans le burger, les steaks hachés, les kits de produits mexicains, tout ça se porte extrêmement bien. Et puis à l'inverse, il y a des gros retournements de tendance sur tout ce qui est lié au snacking, par exemple. Forcément, on est beaucoup moins dehors, donc les sandwichs, les salades préparées, les barres de céréales, ça se casse la figure, et là je vous parle de décroissance à 2 chiffres. Et puis toutes les catégories dites à interaction sociale, le maquillage, le gel, le lac qu'on se met dans les cheveux, le parfum. Tout ça, ça diminue parce qu'on sort moins de chez nous et on s'apprête un peu moins. Donc, oui, la consommation, elle a bougé. On a eu des effets de pic et de creux assez forts. Bien sûr, ça va se lisser dans le temps, mais il en restera forcément quelque chose parce que c'est un peu la théorie d'élastique, quoi. Plus on tire longtemps et fort sur un élastique, moins il revient dans sa position initiale. Et quand ça fait 9 mois qu'on se maquille moins ou 9 mois qu'on a pris le réflexe de faire ses propres yaourts, il en restera forcément quelque chose. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que pendant le laps de temps où ça s'est rouvert et qu'on était vraiment déconfiné, c'est-à-dire globalement l'été, est-ce que tous ces produits justement qui ont globalement chuté sur l'année, est-ce que ça s'est remonté? Est-ce qu'on a retrouvé nos habitudes, quoi? Est-ce qu'on retrouve nos habitudes quand finalement on revient dans une situation quasi normale? Alors non, la période quasi normale, on peut se dire, ça a été notre juin, juillet, août, où on était à peu près serein sur cette période. Non, le snacking est resté négatif, les catégories dites à interaction sociale sont restées négatives, le surgelé est resté très haut, le fait maison est resté très haut. Donc, alors on n'était pas complètement dans un retour à la normale, mais les tendances ne se sont pas effacées, elles se sont un peu tassées, mais elles sont restées. Oui, c'est comme nos habitudes de nous habiller très différemment maintenant qu'on va un mois au bureau, ou en tout cas on a gardé effectivement le côté un peu plus casual. Et justement à propos de ça, ce qui est intéressant peut-être de regarder, c'est ici il y a bien une habitude qui a changé, c'est notre façon de travailler. Alors t'en as dit déjà quelques mots dans ce que tu as dit précédemment, mais finalement est-ce que le télétravail a influencé nos habitudes de consommation? Alors tu l'as dit sur le fait maison, on est beaucoup plus là, etc. Mais finalement est-ce que ça aussi ça va être une tendance qui va rester, hein, ça à n'en pas douter. Est-ce qu'on a vu toute cette tendance du click and collect? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que ça fonctionne au-delà vraiment des drives de la grande distribution? Et donc finalement, hors contexte pandémie, est-ce qu'on peut imaginer que le télétravail, qui va rester un peu, qui va certainement s'institutionnaliser, aura des conséquences également, alors pour les marques, dans nos habitudes de consommation? Alors, c'est évident, le télétravail, c'est extrêmement structurant dans l'analyse de la consommation. Ça va avoir de grands impacts, je dirais. Ça va avoir un impact sur l'endroit où on consomme et sur ce que l'on consomme. Le premier point, c'est l'aspect géographique. Le télétravail, ça a modifié, et on l'a lu de manière très claire, notamment sur le premier confinement, la géographie de la consommation française. Parce qu'en France, il y a des zones où on travaille et il y a des zones où on habite. Et quand on ne va plus dans les zones de travail, mais qu'on reste chez soi, ça veut dire toute une partie de sa consommation reste dans son territoire d'habitation. Et ça change vraiment la donne. C'est une des raisons pour lesquelles la ville de Paris souffre autant sur ses commerces et alimentaires, mais pas que. C'est que tous les navetteurs, tous les habitants de la grande couronne, et même on peut élargir à la périphérie de Paris, venaient dans Paris, ils ne viennent plus. Alors les touristes ne viennent plus non plus, mais les télétravailleurs manquent énormément à la ville de Paris. En revanche,
Donc cette consommation qui s'effondre dans Paris, on a des zones tout autour de Paris qui sont extrêmement dynamiques en termes de consommation. Donc ça, c'est aussi très important pour les distributeurs, pour les marques, que de se dire où sont les zones de consommation qui seront dynamiques demain. Et on parle beaucoup de la ruralité, alors pas de la ruralité profonde, on va dire, mais de la ruralité médiane et aussi périurbaine, et les villes de taille moyenne. On le voit bien là en ce moment avec tout ce qui est dit sur l'immobilier. Les Français vont bouger, souvent pour les plus fortunés, parce que ce sont eux qui sont en télétravail, c'est en général des cadres qui ont la possibilité de bouger, donc ils vont emmener leur pouvoir d'achat avec eux. Donc ça va être intéressant de les suivre, parce que du coup, ces gens-là vont acheter dans des magasins où ils n'achetaient pas avant, et vont avoir des besoins particuliers. C'est aussi intéressant pour le drive, par exemple, que de suivre ces gens-là. Donc ça modifie la géographie de la consommation, et ça modifie fortement ce que l'on consomme. Forcément, ça ouvre une opportunité très forte sur le moment du repas du midi. Voilà, parce que les gens vont devoir manger chez eux. Et ça aura même certainement des conséquences sur... alors tu parlais de l'immobilier, mais on pourrait presque parler de la physionomie des villes. Certainement, on parlait tout à l'heure de la taille des hyper, etc. Moi, je pense que à long terme, ça risque d'avoir quand même des conséquences sur la physionomie des villes. On peut peut-être parler également d'un point qui peut paraître un point de détail, mais qui peut être intéressant pour les marques. On est quand même dans un cadre économique qui est contraint. Je le disais en introduction, que ça soit par des baisses d'activité, que les Français quand même ont globalement, et donc avec des réductions de salaire, et puis même d'une manière générale un cadre économique qui est très incertain et presque plus que jamais incertain. Est-ce que les Français dans ce cadre sont sensibles aux promotions? Est-ce que c'est quelque chose qui marche? On reviendra plus tard sur le côté responsabilité de l'achat et engagement, mais voilà, la promotion, est-ce que c'est encore un levier qui fonctionne? Alors les Français sont ils adorent la promo. Ils adorent les promos, c'est ce qui rend les courses finalement agréables, c'est ce qui peut faire changer d'enseigne, une belle promo sur une première page de couve de prospectus, ça peut faire venir dans un magasin qui n'est pas forcément son magasin principal. Donc, je dirais que les Français de tout temps sont sensibles à la promo. Après, c'est vrai que ce glissement, au fur et à mesure du temps, quand on est passé de préoccupations sanitaires au printemps à des préoccupations plus économiques ensuite, on a vu, nous, dans les mesures que l'on fait auprès des Français, une prise encore plus importante du critère prix. Je dirais pas forcément que promo, mais prix. Des Français plus attentifs à ce critère-là, et forcément la promotion, c'est une façon d'acheter moins cher. Alors même si, à l'heure actuelle, le pouvoir d'achat des Français, il a quand même beaucoup moins diminué que le PIB, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures protectrices du pouvoir d'achat des Français, qui a diminué 10 fois moins, je crois, que le PIB. Il y a quand même une partie des Français qui sont en difficulté d'ores et déjà, et il y en a aussi une bonne partie qui ont peur. Et donc ça fait plus de la moitié des Français qui sont pas confiants, et quand on n'est pas confiant, on y va mollo, on va dire, sur la consommation, et on peut éventuellement chercher du prix. Donc la distribution, ça a bien senti ça, puisqu'on a vu revenir depuis, on va dire, le début de l'été, ce qu'on appelle la déflation. C'est-à-dire que les prix en grande distribution sont de nouveau en baisse, alors de manière modérée, mais ils le sont quand même. Et puis depuis la rentrée septembre 2020, on a vu aussi les distributeurs remettre l'emphase sur la promo, avec des grosses promos, des gros taux d'agressivité promotionnelle, notamment sur les produits d'entretien, d'hygiène beauté, des 80% d'économie de remise fidélité, etc. Pour attirer les gens en magasin et tenir le business dans une période qui va devenir difficile. Oui. En revanche, ce qui est différent, je dirais, de cette crise-là par rapport à ce qu'on a connu en 2008 avec la crise financière, c'est que cette fois-ci, les Français, ils vont pas sacrifier la qualité pour le prix. Ça, on pourra en reparler en parlant de la consommation responsable, mais il va y avoir ce besoin de réconcilier les deux items. Est-ce que, peut-être au niveau de la promo, est-ce que ça a fait la part belle aussi aux hard discounters? Est-ce que il y a certaines enseignes, peut-être Lidl, Leader Price, des enseignes comme ça, est-ce que eux ont vu, versus peut-être d'autres enseignes, leur activité augmenter plus fortement? Alors effectivement, les enseignes que tu viens de citer, Lidl, Aldi, sont des enseignes qui gagnent de la part de marché, et ça illustre très bien ce point de réconcilier la qualité et le prix, parce que Lidl, Aldi, autant il y a 10 ans, 12 ans en arrière, c'était du prix. Aujourd'hui, c'est du prix, et c'est un gros travail sur la qualité. Depuis plusieurs années, nouveau positionnement d'Aldi vers la nouvelle consommation, Lidl qui met aussi beaucoup en avant des rayons comme les fruits et légumes, des rayons, ce qu'on appelle des rayons à image. Aujourd'hui, chez Lidl et Aldi, on a la qualité
et le prix. Et c'est effectivement 2 enseignes qui se portent très bien, tout comme les enseignes de déstockage, parce que quand on va chez Action, on peut trouver une marque nationale qu'on associe à la qualité, mais à des prix quand même très très intéressants. Et ça cartonne également, oui, le déstockage. Et tout ce qui est seconde main, je dirais aussi, tu vois, tout ce qui permet de réconcilier finalement prix et écologie aussi quelque part. Des enseignes comme Vinted ou Back Market, ça fait partie des 10 enseignes les plus dynamiques sur l'année 2020, tout secteur d'activité confondu. Alors effectivement, je t'ai emmené là-dedans, alors que j'ai une petite question avant d'y arriver, mais on va en reparler là tout de suite. Si on regarde côté des marques, c'est vrai que ça a été un moment, et c'est un moment assez difficile en termes de discours, en termes de communication, en termes de publicité. Il y a quand même des marques qui ont décidé vraiment de faire profil bas, de réduire leurs dépenses publicitaires. Est-ce que tu as des idées de bons contre-exemples des marques qui ont réussi à adapter leur communication à la situation? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les types de marques qui ont le mieux fonctionné sur l'année 2020 sont les PME. Alors, on a une typologie qui sont les PME, les grandes marques et puis les marques de distributeurs. Ce sont les PME qui sont les plus dynamiques. Pourtant, ce sont pas elles qui investissent le plus en médias. En revanche, elles sont très affinitaires avec des préoccupations qui parlent aux Français, qui sont la localité, parce que le local, c'est associé dans l'esprit des Français à la qualité et puis à la défense aussi. Il y a un certain patriotisme économique qui s'est mis en place l'année dernière et ça va ne faire qu'augmenter avec les difficultés économiques. Donc les PME se portent très bien et elles ont été aussi favorisées par les distributeurs qui ont mis beaucoup en avant les producteurs locaux. Maintenant, pour les marques en général, sur l'année 2020, il y a eu beaucoup de swing, c'est-à-dire que les gens ont découvert de nouvelles marques. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures. Donc le produit que j'achète d'habitude, il est pas là, donc j'achète une autre marque, je découvre potentiellement une autre marque. Je suis contraint par le kilomètre d'aller faire mes courses au bout de la rue dans un petit magasin de proximité, alors que d'habitude je vais à l'hyper, je vais découvrir une autre marque. Donc il y a des gens qui ont perdu des clients, d'autres qui en ont gagné. Ce qui est certain, c'est que ceux qui en ont gagné, il va falloir les garder, et ceux qui en ont perdu, les récupérer. Et ça, forcément, le média a un rôle à jouer dans cet objectif-là. Et alors, pour moi, il y a une marque qui a été, c'est en dehors de l'alimentaire, mais qui a été assez formidable, je trouve, sur cette séquence 2020, qui a pris la parole, mais qui avait un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement, c'est Decathlon. Parce que Decathlon, les magasins ont été quand même fermés à un certain moment. Les produits, on pouvait les trouver chez Franprix qui était ouvert. Donc il y a la mise à disposition d'un matériel pour rester en forme. Donc tout ce discours sur la santé qui est extrêmement important. Des contenus aussi en termes de coaching sportif gratuit, etc. Et puis là, Decathlon qui va maintenant sur la location de ses produits. C'est-à-dire qu'il ne fait plus que les vendre, il les loue. Donc là, on est typiquement dans la nouvelle consommation, la consommation responsable. Donc oui, mais ils ont pris la parole avec des vraies choses à dire et des vraies actions. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre la parole à cette condition-là, si on a des choses différenciantes et engageantes à dire. Oui, en effet, c'est une vraie stratégie globale d'entreprise et pas seulement un prétexte ou du washing, quoi, finalement. C'est ça qui est intéressant. Tu en parlais, on y arrive peut-être se faire un sort à ça et puis regarder devant, en fait. Regarder un petit peu les tendances qui se sont installées à partir de cette année 2020 et qui s'installent et qu'on risque de revoir. Et notamment, peut-être redire un mot sur le local, ou en tout cas, je pense que une des questions, c'est vraiment cette notion de responsabilité, presque d'engagement par la consommation. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça et comment tu sens les choses, un peu de prospective? Alors, je dirais que la consommation, on va dire ça de manière générale, la consommation responsable, ça ne date pas de l'année 2020. C'est un mouvement que je daterais, je dirais vers 2015, où on a vu vraiment le bio, par exemple, gagner en dynamisme. Donc ça fait plusieurs années. Au début de la crise sanitaire, au printemps, il y a une mise entre parenthèses un petit peu de la consommation responsable. On l'a vu, c'était assez amusant d'ailleurs, à travers les scans produits des applications qui permettent de décrypter les contenus des produits alimentaires. On a vu une chute énorme au printemps de ces scans produits. C'était pas le sujet. Là, à ce moment-là, les Français devaient trouver des produits et faire à manger, si je simplifie. Puis au fur et à mesure du temps, la préoccupation, on va dire, est revenue. Les Français ont de nouveau été attentifs à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils mangent. Et je dirais que au global, sur l'année 2020,
on est sur une continuité par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire que les acteurs de l'offre ont été très actifs, c'est-à-dire qu'il y a plein de produits qui sont sortis avec moins d'additifs, des produits mieux disants en termes d'emballage, et les consommateurs ont suivi, mais ils ont suivi au même rythme qu'en 2019. Il n'y a pas eu vraiment d'accélération. On est sur une transformation de la consommation, donc ça se fait pas à coup de plus 50%, plus 70% tous les ans. C'est un changement qui va se passer probablement sur une décennie, voire plus. Donc, ce qu'on appelle cette transition alimentaire vers une alimentation plus responsable, elle a continué en 2020 au même rythme que les années précédentes. L'enjeu pour les années à venir, si ça se tend vraiment économiquement, et c'est quand même ce qui semble se dessiner, avec des faillites qui vont arriver sur le printemps, etc., ça va être comment les Français vont pouvoir réconcilier ce vouloir mieux consommer et ce pouvoir. Certains pourront, et d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Et c'est là où les acteurs de l'offre ont un vrai rôle à jouer. Comment j'arrive à porter dans les rayons des magasins des produits qui soient bons, mais qui ne soient pas excessivement valorisés. Parce que ça peut être un peu le biais des années précédentes. C'est-à-dire, je sors un produit qui est mieux disant en termes de qualité, je le surindice en prix d'un bon 40%. Bon, ça peut-être qu'il va falloir rogner un petit peu sur ce sujet-là pour pouvoir mettre ça en accès de tout le monde. En tout cas, c'est une certitude que les Français sortent de cette crise avec une connexion alimentation, santé, environnement, alimentation, voilà, ce triptyque, il sort renforcé de cette crise sanitaire, c'est une certitude. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Mayer. On y voit un petit peu plus clair dans cette année 2020 qui vient de se terminer, qui a été faite de bouleversements aussi dans la consommation, dans nos habitudes quotidiennes, dans nos façons de travailler, de nous comporter vis-à-vis des marques, une certaine volatilité liée au contexte qui nous a entraînés vers d'autres choix et qui renforce, pour terminer, cette tendance quand même autour du local, du consommer responsable, avec bien sûr ce point d'interrogation sur l'aspect économique des choses. Est-ce que l'économie va suffisamment reprendre pour permettre d'asseoir ses choix? On verra tout ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés et à très bientôt, Émilie. Merci. C'est donc reparti pour une nouvelle saison de VCast, le podcast média de Values. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, à nous envoyer vos commentaires ou pourquoi pas vos suggestions pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Salut.